Ma sœur et son mari m'ont expulsé de la maison de mamie. J'ai trouvé son testament audio. Au tribunal, ils ont perdu. Mais la plus grande surprise m'attendait à la fin du jugement. Il pleut des cordes et je me tiens devant la porte de ma maison, deux valises mais à la main, et je regarde ma sœur Janet changer la serrure de la porte d'entrée. Pas celle de leur maison, la mienne, la nôtre, de la maison de ma grand-mère. Curtis, son mari, jette mes affaires dans la rue. Une boîte de livres tombe dans une flaque d'eau, le carton se détrempe instantanément. Ma couverture préférée, que ma grand-mère m'avait tricotée quand j'avais 8 ans, suit le même chemin. Elle gît dans la boue et je suis incapable de bouger. Janet, c'est impossible, dis-je en essayant de garder mon calme. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Elle ne se retourne même pas. Ses doigts tournent habilement le tournevis et le nouveau verrou s'enclenche. Je peux, Nico, dit-elle, et je perçois dans sa voix une froideur qui n'était pas là auparavant. L'avocat l'a confirmé. La maison m'appartient en tant qu'héritière principale. Tu as simplement vécu ici grâce à ma gentillesse. Curtis s'approche, s'essuie les mains sur son jean. Il est grand, large d'épaules et sans l'huile de moteur et le tabac. Son visage arbore un sourire méprisant que je déteste. Tu m'as entendu, ma sœur. Fais tes valises et pars avant que j'appelle les flics. Tu les as déjà appelés, rétorquai-je. Ils ont dit que c'était une affaire civile et qu'ils n'interviendraient pas. Il sourit plus largement. Tu vois, même la loi est de notre côté. Je serre la poignée de ma valise si fort que mes doigts blanchissent. J'ai la gorge nouée, mais je ne les laisserai pas voir mes larmes, jamais. Grand-mère n'aurait pas voulu ça, dis-je doucement. Jeannette se retourne enfin, son visage me semble étranger. Elle a toujours été plus belle que moi, de longs cheveux blonds, des yeux bleus éclatants, des traits réguliers. Je suis brune, mince, je me suis toujours cachée derrière la caméra plutôt que de passer au premier plan. Mais maintenant, il n'y a plus rien dans ses yeux sauf de la froideur. Grand-mère n'est plus là, dit-elle, et si elle avait vraiment voulu te laisser quelque chose, elle aurait rédigé un testament. Or, il n'y en a pas. Elle retourne vers la porte et vérifie la serrure. Elle tient bon. Je reste sous la pluie quelques minutes de plus, regardant la maison où j'ai vécu pendant 22 ans, en bois, avec des volets blancs que ma grand-mère repeignait chaque été. Le petit porche où nous nous asseyons ensemble en été pour boire du limonade et regarder le coucher du soleil. Le salon avec sa cheminée et ses vieilles photos accrochées au mur. Tout cela appartient désormais à Janet. Curtis ressort, cette fois avec mon ordinateur portable dans les mains, il le jette sur le tas d'affaires. J'entends un craquement et mon cœur se serre. Tous les projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois s'y trouvent. Curtis, il y a des fichiers importants là-dedans. Tu aurais dû faire une sauvegarde, dit-il avec indifférence. Je cours, j'attrape l'ordinateur portable dans le tas. L'écran est fissuré, mais peut-être que quelque chose peut encore être sauvé. Je le mets dans ma valise, j'essaie de rassembler au moins quelques-unes des affaires qui traînent dans les flaques d'eau. Janet me regarde d'en haut depuis le porche. Nico, ne te prends pas pour une victime, tu es adulte, tu as 27 ans, il est temps de vivre séparément. Je lève la tête et la regarde dans les yeux. Tu te souviens quand maman est partie? J'avais 5 ans, toi 13. Grand-mère nous a pris tous les deux, pas seulement toi, nous deux. Je m'en souviens, dit Jeannette doucement, mais c'était il y a longtemps. La vie continue. Ta vie, dis-je, à mes dépens. Elle se retourne et entre dans la maison. La porte se referme dans un bruit sourd. Je reste là une minute, puis je prends mes valises et me dirige vers le portail. Je me retourne une dernière fois. Curtis est à la fenêtre du salon, il fume et me regarde. Il sourit. Je marche dans la rue, traînant mes valises sur le bitume mouillé. La pluie ne s'arrête pas. Je suis trempée jusqu'aux os, mes cheveux collés à mon visage, mes chaussures pleines d'eau. Je sors mon téléphone et appelle Tessie. Allô? Sa voix est endormie, c'est samedi, elle devait sûrement dormir. Tess, ils m'ont viré, dis-je, et ma voix finit par se briser. Quoi, maintenant, où es-tu? Je suis sur Horry Street, je peux venir chez toi. Viens tout de suite, je vais faire du café. Tessie habite à 20 minutes en voiture, mais je marche. Je n'ai pas d'argent pour le taxi et les bus sont rares le samedi. Mes valises sont lourdes, mes bras me font mal, mais je marche, un pied devant l'autre. Quand j'arrive enfin chez elle, un petit appartement au deuxième étage d'un vieil immeuble en briques, je tiens à peine debout. Tessie ouvre la porte, me regarde et me prend simplement dans ses bras. Je reste là, dans ses bras, et je me laisse enfin aller à pleurer. Elle me fait entrer, me donne une serviette, des vêtements secs, un café chaud. Nous nous asseyons sur son canapé et je lui raconte tout. Ils n'ont pas le droit, dit Tessie quand j'ai fini. La maison vous appartient à tous les deux, c'est la loi. Ils disent que leur avocat a confirmé le contraire. Quel avocat? Qui? Je ne sais pas. Janet n'a pas donné de nom. Tessie se lève, je fais les 100 pas dans la pièce. Elle est toujours comme ça, énergique, déterminée. Nous sommes amies depuis l'université. Elle est la seule à être restée à mes côtés lorsque je me suis renfermée sur moi-même après la mort de ma grand-mère. Il faut se battre, Nico. Tu ne peux pas simplement abandonner. Je ne sais pas comment, dis-je honnêtement. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat.
Il existe des consultations juridiques gratuites. On appellera lundi. J'acquiesce, mais à l'intérieur, je me sens vide et froide. Je ne crois pas que cela changera quoi que ce soit. Janet a toujours gagné. Toujours. Elle était la préférée de ma grand-mère. Elle savait dire les bonnes choses, sourire comme il faut. Et moi, j'étais juste là, silencieuse, invisible. Le soir, je m'allonge sur le canapé de Tessie. Des souvenirs tournent dans ma tête. Grand-mère Muriel, ses mains douces, l'odeur de lavande qui l'accompagnait toujours. Comment elle m'a appris à faire des gâteaux. Comment elle restait assise avec moi tard le soir quand j'étais malade. Comment elle a pleuré quand maman est partie et n'est jamais revenue. Janet a pleuré aussi, mais moins longtemps. Elle a accepté plus vite et est rapidement devenue une nouvelle fille pour grand-mère. Moi, je suis restée cette petite fille qui attendait sa mère à la fenêtre. Il y a un an, grand-mère est morte d'une attaque cérébrale soudaine. Elle s'est effondrée dans la cuisine en préparant le dîner. Je l'ai trouvée, j'ai appelé l'ambulance. Ils se sont battus pendant 2 heures, en vain. Après les funérailles, Jeannette et moi étions chez le notaire, Monsieur Caulfield, un vieil homme pédant avec des lunettes au bout du nez. Il a dit qu'il n'y avait pas de testament, soit grand-mère n'avait pas eu le temps de le rédiger, soit il avait été perdu. La maison nous revient donc à parts égales, conformément à la loi. Jeannet a alors souri, elle a dit que c'était juste, que nous partagerions tout à parts égales, je l'ai cru. Curtis est entré dans sa vie il y a 3 ans. Mécanicien à l'usine, il était grossier, mais Janet disait qu'il était fiable, qu'avec lui elle se sentait en sécurité. Ils se sont mariés rapidement, sans grande cérémonie. Grand-mère n'approuvait pas, je le voyais dans ses yeux, mais elle ne disait rien. Les derniers mois avant sa mort, grand-mère est devenue étrange. Pensive, parfois elle regardait Janet. Parfois elle me prenait la main et me murmurait quelque chose comme la vérité finit toujours par éclater. Je ne comprenais pas à l'époque, et je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Je me retourne de l'autre côté, je sors mon téléphone, je fais défiler les contacts, je m'arrête sur le nom grand-mère. Je n'ai jamais supprimé son numéro. Parfois, j'ouvre nos derniers messages, je les relis. Et soudain, je vois ce que je n'avais pas remarqué auparavant. 2 semaines avant sa mort, elle m'a écrit Nico, si quelque chose arrive, regarde dans le coffre dans le salon. La vérité s'y trouve. À l'époque, j'ai pensé qu'elle parlait de vieux papiers, de factures, rien d'important. J'ai cherché, je n'ai rien trouvé et j'ai oublié. Mais maintenant, ces mots prennent un autre sens. Le coffre dans le salon, la vérité. Je m'assois, mon cœur bat plus vite. Quel coffre? Il y en a beaucoup, une vieille commode, des armoires, des étagères. Ma grand-mère aimait les vieilles choses. Elle gardait tout, mais s'il y a quelque chose là-dedans, quelque chose d'important, alors Janet et Curtis ont déjà pu le trouver ou le jeter. Il faut que j'entre dans la maison. Je regarde ma montre, il est 3 heures du matin. Janet travaille dans un salon de beauté de 9 heures à 6 heures. Curtis est à l'usine de 8 heures à 17 heures. Demain, la maison sera vide. Tess a dit de se battre, eh bien je vais me battre parce que je sais comment entrer. Dimanche, midi, je me tiens dans la cour arrière de la maison et je regarde la fenêtre du sous-sol. Elle est à moitié cachée par des buissons de lilas que grand-mère n'a jamais taillés car elle aimait leur parfum au printemps. Curtis oubliait toujours de la fermer. Il était généralement distrait par les détails. Il laissait les clés dans la serrure, n'éteignait pas la lumière, ne fermait pas la porte à clé. Janet lui criait sans cesse dessus pour ça. J'espère qu'il a encore oublié cette fois-ci. Tessie est partie travailler. Elle travaille le samedi et le dimanche, car la clinique dentaire est ouverte tous les jours. Elle m'a proposé de l'accompagner, mais j'ai refusé. Je ne veux pas l'impliquer dans cette histoire. Si je me fais prendre, je veux être la seule à en répondre. Je regarde autour de moi, les maisons voisines sont loin, une haute clôture protège la cour des regards indiscrets. Je m'approche rapidement de la fenêtre et m'accroupis. Je pousse le cadre. Il cède. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'on l'entend dans toute la rue. Je me faufile par la petite fenêtre et descends dans la cave. Ça sent l'humidité et le vieux bois. Rien n'a changé ici. Les mêmes cartons remplis de vieilles affaires, les outils de jardinage, le vélo que je n'ai pas touché depuis 10 ans. Je monte les escaliers et ouvre prudemment la porte du couloir. Silence. Ils sont au travail, je connais leur emploi du temps par cœur. J'ai 3 heures, peut-être 4. Je me dirige vers le salon, ici aussi tous mes familiers. Le canapé au tissu défraîchi, le tapis que ma grand-mère a acheté avant ma naissance, la cheminée avec des photos sur l'étagère. Janet n'a rien changé, elle n'a même pas rangé les affaires de ma grand-mère. La vieille commode est contre le mur. Bois foncé, poignées sculptées, 3 grands tiroirs. Ma grand-mère y rangeait les nappes, les serviettes, parfois des documents. J'ouvre le premier tiroir. Du tissu, rien d'intéressant. Le deuxième, de vieux magazines, des livres de recettes. Le troisième, des enveloppes avec des factures, des papiers, rien qui ressemble à un coffre. Je fais le tour de la commode, je regarde derrière elle. Quelque chose brille dans la fente entre le mur et le meuble, je me penche, tends la main, mes doigts touchent du métal froid. Je sors un petit coffre de la taille d'une boîte à chaussures, gris avec des coins rouillés. La serrure est vieille mais non sécurisée. Elle s'ouvre d'une simple pression. À l'intérieur se trouve un magnétophone, vieux, à boutons, comme ceux qu'on utilisait il y a 20 ans. À côté, une enveloppe portant l'inscription à mes filles. L'écriture de ma grand-mère soignée, légèrement tremblante. Je prends le magnétophone, j'appuie sur lecture. La bande commence à tourner dans un léger bruissement. La voix de ma grand-mère, si familière qu'elle me coupe le souffle. Janet, Nico, si vous écoutez ceci, c'est que je ne suis plus là. Je veux que vous sachiez la vérité. Je vous ai toujours aimés tous les deux, mais
Elle se tait, on l'entend respirer difficilement. Janet, tu as toujours été plus forte, plus sûre de toi. Je pensais que tu arriverais à tout gérer. Mais il y a 5 ans, quand tu m'as demandé de l'argent pour ton salon de beauté, je t'ai donné toutes mes économies, 32 000 dollars. Tu as promis de me rembourser, mais nouvelle pause. Tu ne m'as pas remboursé. Le salon a fermé 6 mois plus tard. Tu as dit que ta partenaire t'avait trompé, qu'elle avait tout pris. Je t'ai cru. Mais j'ai ensuite appris que tu avais simplement dépensé l'argent pour autre chose. Pour Curtis, pour ses dettes. Il jouait au poker, n'est-ce pas? Il a tout perdu. Un frisson me parcourt le dos. Je ne savais pas, jamais. Janet n'a jamais parlé du salon, de l'argent. Nico, tu es différente. Tu n'as jamais rien demandé. Tu étais juste là, toujours. Et je veux que cette maison te revienne. À toi seule, Jeannette a déjà reçu sa part. Elle n'a pas rendu l'argent, elle ne s'est pas excusée. Elle. Soudain, j'entends un bruit. Dehors, la porte. J'appuie brusquement sur stop. Mon cœur bondit dans ma gorge. Ils ne peuvent pas être à la maison. Il n'est que 2 heures de l'après-midi. Des voix, Janet et Curtis. Ils se disputent. Je t'avais dit qu'il fallait fermer le sous-sol. La voix de Janet est dure, méchante. J'ai oublié quelle différence ça fait. Qui viendrait ici? Je me retourne. Le salon donne sur le couloir d'où l'on voit directement la porte d'entrée. Je n'ai pas le temps de m'enfuir. Je me cache rapidement derrière le canapé, collé contre le mur. La boîte et le dictaphone sont dans mes mains. Ils entrent dans le salon. J'entends des pas, je vois l'ombre de Curtis sur le mur. Caulfield dit que nous ne pouvons pas vendre la maison sans testament, dit Janet. Sa voix est fatiguée. Si grand-mère a vraiment écrit quelque chose et que cela vient à la lumière, nous perdrons tout. Alors, que faire? Le trouver les premiers, le détruire. Et si Nico l'a déjà trouvé? Janet reste silencieuse pendant quelques secondes. Alors il faut la suivre, voir ce qu'elle fait. Je vais appeler Raymond, il travaille comme détective, il la suivra. Combien ça coûte? Moins que ce que nous perdrons si ce testament est découvert. Curtis tousse, on sent l'odeur de la cigarette. Tu es sûr que grand-mère a écrit quelque chose? Elle était bizarre ces dernières semaines. Elle murmurait quelque chose à propos de justice, de vérité. Je l'ai vue cacher une boîte quelque part ici dans le salon. Peut-être genre que Nico l'a déjà prise. Si c'était le cas, elle serait déjà venue avec un avocat. Elle n'est pas du genre à attendre. Je retiens mon souffle. J'ai envie de m'enfuir, de leur jeter à la figure ce qu'ils disent. Mais je ne peux pas. Pas maintenant. Ces gens ont encore appelé, dit Curtis plus doucement. Ils disent donc que le temps est écoulé. Dans 2 semaines, ils vont s'en prendre sérieusement à moi. Combien leur dois-tu? 48 000. Jeannette expire brusquement, je l'entends s'asseoir sur le canapé, au-dessus de ma tête, je me colle encore plus fort contre le mur. Bon sang, Curtis, tu avais promis de ne plus jouer. Je pensais que j'allais m'en sortir, j'étais sûre de moi. Sûre de toi, tu as perdu tout ce que nous avions. Si tu m'avais donné l'argent de grand-mère à l'époque, il y a 5 ans, il ne se serait rien passé, j'aurais pu me rattraper. Je te l'ai donné, j'ai tout donné pour payer tes dettes. Et alors, tu t'es encore mis dans le pétrin. Il reste silencieux. J'entends Janet pleurer, doucement, étouffée. Nous allons vendre la maison, dit-elle enfin. Nous allons tout régler. Nous déménagerons dans un endroit moins cher. Et Nico n'a aucune preuve. Même si elle dit quelque chose, nous nierons. Nous dirons qu'elle invente. Curtis se lève, je l'entends marcher vers la fenêtre. Et si Caulfield trouve vraiment le testament? Il est vieux, il ne se souvient de rien, je lui ai déjà parlé. Il a dit qu'il y avait peut-être quelque chose, mais il ne s'en souvient pas exactement. Sans document, il ne peut rien faire. Il sort du salon et se dirige vers la cuisine. J'entends l'eau couler, la vaisselle. Je me dirige vers le couloir, à pas de loup, chaque pas me semble trop bruyant. La porte de la cuisine est fermée. Je passe rapidement devant, descends au sous-sol, sors par la fenêtre. Je cours à travers la cour sans me retourner. Ce n'est que lorsque j'arrive dans la rue voisine que je m'autorise à m'arrêter. Je m'appuie contre le mur du garage de quelqu'un, j'avale de l'air, mes mains tremblent. J'arrive à l'appartement de Tessie. Je m'enferme dans la salle de bain, je m'assois sur le rebord de la baignoire, je sors le dictaphone, je rembobine jusqu'au début, j'écoute à nouveau. La voix de ma grand-mère est calme, un peu triste. Nico, tu es différente, tu n'as jamais rien demandé, tu étais simplement là, toujours. Et je veux que cette maison te revienne, à toi seule. Janet a déjà reçu sa part, elle n'a pas rendu la sienne, elle ne s'est pas excusée. Pause. J'ai rédigé un testament officiel, Monsieur Caulfield l'a certifié, mais j'en ai caché une copie dans un vieil album photo avec une couverture rouge, celui qui se trouve dans le grenier. Toutes nos photos sont là, tu te souviens? Je veux que tu saches que cette maison est à toi. L'enregistrement se termine par un clic sec. Je suis assise, le dictaphone dans les mains, et je comprends que ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. L'album photo, la reliure rouge, le grenier, je dois retourner dans la maison, mais maintenant ils vont surveiller. Et ce détective, Raymond, va me suivre. J'ouvre l'enveloppe qui se trouvait dans la boîte. À l'intérieur, il y a une feuille de papier, une autre, écrite à la main. Mes filles, je savais qu'un jour il faudrait choisir. Janet, tu es forte, mais tu as oublié que la force ne consiste pas seulement à prendre. Il s'agit aussi de donner. Nico, tu as toujours eu peur de demander, mais il est temps d'arrêter d'avoir peur. Je crois en toi. Je replie la lettre et la remets dans l'enveloppe. Tessie revient le soir, entre et me voit sur le canapé, le dictaphone à la main. Tu l'as trouvé? Je hoche la tête. Et qu'y a-t-il dessus? Je lance l'enregistrement et lui fais écouter. Elle écoute en silence, puis s'assoit à côté de moi. Donc, grand-mère t'a laissé la maison, officiellement. Oui, mais le testament est quelque part dans le grenier, dans l'album photo. Il faut aller le chercher.
Ils ont engagé un détective, ils vont me surveiller. Tessie réfléchit, puis sourit. Alors donnons-leur quelque chose à surveiller. Lundi, le cabinet d'avocats se trouve au deuxième étage d'un vieil immeuble en briques dans le centre-ville. La plaque sur la porte est à peine visible, la peinture est écaillée, j'entre et je suis accueillie par une odeur de vieux papier et de café. Glenn Tarberg est un homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux gris et portant des lunettes. Tessie me l'a recommandé, elle dit qu'il est honnête et ne prend pas d'argent en trop. Il accepte une rémunération symbolique de la part de ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'avocats coûteux. Je pose sur la table le dictaphone et l'enveloppe contenant la lettre de ma grand-mère. C'est tout ce que vous avez demande-t-il après avoir écouté l'enregistrement. Oui, ma grand-mère dit qu'il existe un testament officiel, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Il enlève ses lunettes et les essuie. Mademoiselle Harrison, l'enregistrement audio, c'est bien, mais le tribunal ne le reconnaîtra pas comme un document juridique. Et si je trouve ce testament? Alors, c'est une autre histoire, mais même dans ce cas, le procès durera des mois, peut-être même un an. Votre sœur aura le droit de faire appel, d'intenter des contre-poursuites. Ce sera long et difficile. J'acquiesce. Je savais que ce ne serait pas facile, mais l'entendre à haute voix, c'est autre chose. Combien cela coûtera-t-il? Si l'affaire est simple, environ 2000 $. Si elle s'éternise, plus. J'ai 500 $ sur mon compte. C'est mon salaire du mois dernier que je n'ai pas encore eu le temps de dépenser. Je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Glenn me regarde pendant quelques secondes, puis sourit. Vous savez quoi? Commençons par une consultation. Nous allons envoyer une demande officielle à Monsieur Caulfield, le notaire de votre grand-mère. S'il confirme l'existence du testament, nous passerons à l'étape suivante. Cela vous coûtera 300 $, d'accord? J'acquiesce. D'accord, il prend un papier et commence à écrire. Je regarde par la fenêtre. Dans la rue, il y a une berline noire avec un homme coiffé d'une casquette à l'intérieur. Il regarde dans cette direction. Raymond, le détective. Je détourne le regard, essayant de ne pas montrer que je l'ai remarqué. Glenn me tend les papiers. Signez ici, j'enverrai la demande aujourd'hui même. La réponse peut arriver dans une semaine, peut-être deux. Je signe, lui donne l'argent. Je sors dans la rue. La berline noire est toujours là. Je me dirige vers l'arrêt de bus sans me retourner. Je monte dans le bus qui mène à l'appartement de Tess. La berline nous suit. Le soir, Tess rentre du travail et me voit sur le canapé, le téléphone à la main. Que s'est-il passé? On me suit, une berline noire, elle m'a suivi toute la journée, elle s'assoit à côté de moi. Janet est sérieuse. J'ai peur, Tess. Et s'ils trouvent le testament avant moi, s'ils le détruisent, il faut agir plus vite. Je la regarde. Comment? Va là-bas cette nuit. Quand ils dorment, trouve cet album et prends le testament. Ils ont fermé le sous-sol à clé. J'ai vérifié hier. Il y a d'autres entrées? Les portes, les fenêtres, tout est verrouillé. Tess se tait, puis sourit. Et le grenier, il y a une fenêtre côté cour, je me souviens que nous y grimpions. Elle est petite, mais tu peux passer, je m'en souviens. Oui, il y a vraiment une fenêtre. Grand-mère ne la fermait jamais, elle disait qu'il fallait aérer. Janet ne s'en souvient probablement même pas. J'ai besoin d'une échelle. J'en ai une dans mon garage, tu peux la prendre. Mercredi, 2 heures du matin, je me tiens dans la cour arrière, une échelle à la main. Mon cœur bat si fort qu'on pourrait l'entendre dans toute la rue. La berline noire n'est pas là, le détective ne surveille probablement pas la nuit. J'appuie l'échelle contre le mur, sous la fenêtre du grenier, je monte lentement, les marches en bois grincent sous mon poids. J'atteins la fenêtre, je la pousse, elle cède, je me glisse à l'intérieur et m'assois sur le sol du grenier. Il fait sombre ici, ça sent la poussière et le vieux bois. Je sors mon téléphone et allume la lampe torche. Des cartons, de vieux meubles, des objets que personne n'a touchés depuis des années. Je marche prudemment entre eux, à la recherche d'albums photos. Ma grand-mère les gardait sur une étagère près du mur. J'en trouve trois grands, bleu, vert, rouge. Je prends le rouge, je l'ouvre. Des photos, Janet et moi encore petites. Ma grand-mère plus jeune sourit, ma mère avant son départ. Je feuillette les pages. Entre les photos, il y a une enveloppe, blanche avec le cachet du notaire. Je la sors, les mains tremblantes. Je l'ouvre, à l'intérieur, il y a un document. Testament et dernière volonté de Muriel Alice Harrison. La date est un mois avant sa mort. La signature du notaire est en bas. Je lis le texte. Toute ma succession, y compris la maison située à l'adresse, et puis viennent les mots qui me coupent le souffle. Je la lègue à mes petites filles, Janet Mary Harrison et Veronica Lynn Harrison, à parts égales. À parts égales. Pas à moi, à elles deux. Je relis. Oui, c'est clairement écrit. À parts égales, mais sur l'enregistrement, grand-mère disait autre chose. Elle disait que la maison était à moi seule. Je regarde la signature du notaire. Le nom Robert J. Clifton. Je me souviens de ce nom. Il est mort il y a 3 ans. Ma grand-mère est allée à ses funérailles. S'il est mort il y a 3 ans, comment a-t-il pu certifier le testament il y a un an? C'est un faux. Quelqu'un a falsifié le testament. Mais qui et pourquoi? Soudain, j'entends un bruit. En bas, la porte, des pas dans l'escalier. Je cache rapidement l'enveloppe dans ma poche. J'éteins la lampe de poche. Je m'accroupis derrière les cartons. La porte du grenier s'ouvre. La lumière m'éblouit. Curtis se tient dans l'embrasure de la porte, une batte de baseball à la main. Je savais que tu viendrais, dit-il. Sa voix est calme, voire satisfaite. Jeannette m'a dit que tu ne tiendrais pas le coup. Il entre dans le grenier, regarde autour de lui. Où es-tu, Nico? Sors de là, on va discuter comme des adultes.
Je reste silencieuse, immobile. Il s'approche, éclaire les coins avec sa lampe de poche. Tu as trouvé le testament demande-t-il. Celui que grand-mère avait caché. Je ne réponds pas. Nico, ne fais pas l'idiote, donne-le-moi et je te laisserai partir. Si tu ne le fais pas, ce sera pire. Il s'approche des cartons derrière lesquels je suis assise. Je serre l'enveloppe dans ma main, prête à m'enfuir. Soudain, il écarte brusquement la boîte. Il me voit. Te voilà. Je saute, je cours vers la porte. Il m'attrape par le bras, me tire en arrière, je tombe, l'enveloppe tombe. Curtis se penche, la ramasse. Oui, oui, dit-il en ouvrant l'enveloppe. C'est bien ça. Je me relève, me jette sur lui, essaie de lui arracher le document. Il me repousse, je heurte le mur avec mon dos. La douleur me transperce la colonne vertébrale. Ne fais pas ça, dit-il. Ce bout de papier ne vaut rien, mais Janet veut le détruire pour que tu ne te prennes pas la tête. Il sort un briquet, met le feu au bord du document, les flammes dévorent lentement le papier. Non, je crie en me jetant en avant. Il me repousse à nouveau, plus fort cette fois. Je tombe, me cognant la tête contre le sol. Mes oreilles bourdonnent, ma vue se trouble. Quand je reprends mes esprits, Curtis n'est plus là. Il n'y a que des cendres sur le sol, le testament a brûlé, je m'assois, je serre mes genoux contre moi, je tremble, tout est fini. La dernière preuve a été détruite, je me lève lentement, je descends du grenier, je sors par la fenêtre, je descends l'échelle. Je me rends à l'appartement de Tessie sans me retourner. Elle ouvre la porte, voit mon visage et me serre simplement dans ses bras. Il a brûlé le testament, dis-je, tout a brûlé. Tu as encore le magnétophone. L'avocat dit qu'il n'a aucune valeur juridique, elle me fait entrer et m'assoit sur le canapé. Alors allons chez Caulfield. Si grand-mère a fait son testament chez lui, il doit en avoir une copie. Glenn a déjà envoyé une demande, Caulfield n'a pas encore répondu. Allons-y nous-mêmes. Demain, j'acquiesce, même si je me sens complètement vide à l'intérieur, je ne ressens plus que de la fatigue. Jeudi. Tessie et moi nous rendons au bureau de Monsieur Caulfield. C'est un petit bâtiment à la périphérie de la ville avec une enseigne à peine visible. Nous entrons, un vieil homme en costume est assis derrière un bureau. Il porte des lunettes, a les cheveux gris et des rides autour des yeux. Monsieur Caulfield, je demande. Il lève la tête. Oui, en quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Véronica Harrison. Je suis la petite fille de Muriel Harrison. Il hoche la tête. Je me souviens de votre grand-mère. C'était une femme gentille. Toutes mes condoléances. Merci. Je suis venue vous poser une question au sujet du testament. L'avez-vous certifié? Il réfléchit, regarde les papiers sur son bureau. Peut-être, laissez-moi voir. Muriel Harrison, oui, il y avait quelque chose. Mais je ne m'en souviens pas exactement. J'ai 63 ans, ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Veuillez consulter les archives. C'est très important. Il se lève, se dirige vers l'armoire, en sort des dossiers. Il les feuillette lentement. Harrison, voilà. Oui, il y a quelque chose ici. Il sort un papier, le lit. Oui, elle est venue me voir il y a 1 an. Elle voulait rédiger un testament. Nous avons discuté des détails, je les ai notés. Mais elle n'a jamais signé la version finale. Pourquoi? Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Puis elle n'est plus revenue. Vous n'avez pas de copie? J'ai une copie du brouillon, mais elle n'a aucune valeur juridique car elle n'est pas signée. Il me tend le papier. Je le lis. Il est écrit: Je lègue toute ma fortune à Veronica Lynn Harrison. À moi, pas à Janet, à moi. Puis-je prendre cette copie? Vous pouvez, mais elle ne prouve rien. Sans signature, ce n'est qu'un brouillon. Je prends le papier, je le plie. Tessie me regarde, ses yeux sont interrogateurs. Nous sortons dans la rue, nous montons dans la voiture de Tessie. Donc, grand-mère voulait tout te laisser, dit-elle, mais elle n'a pas eu le temps de signer. Oui, et le testament que j'ai trouvé dans le grenier est un faux, avec la signature d'un notaire décédé. Qui aurait pu le falsifier? Je ne dis rien, mais la réponse est évidente. Janet, vendredi. Je rentre chez Tessie le soir après le travail. J'ouvre la porte et je vois une enveloppe sur la table. Mon nom est écrit à la main. Je l'ouvre, à l'intérieur, il y a une lettre. Nico, nous devons parler. Viens demain à 10 heures au café de Leicester Street. Seule, maman. Maman, Lorraine, je ne l'ai pas vue depuis 22 ans, depuis qu'elle est partie. Et maintenant, elle veut parler. Samedi, 10 heures du matin, je me tiens devant le café d'Astor Street et je n'arrive pas à me résoudre à entrer. Mes mains tremblent, j'ai l'estomac noué. 22 ans. Cela fait si longtemps que je n'ai pas vu ma mère. Je pousse la porte et entre. Le café est petit, il sent le café de chez les pâtisseries. Une femme est assise à une table près de la fenêtre. Elle a les cheveux blonds grisonnants, le visage fatigué et amaigri. Elle est habillée simplement. Un jean, un pull gris, des baskets. Une tasse de café est posée devant elle sur la table. Elle me regarde, je m'approche d'elle et m'assois en face d'elle. Nous restons silencieuses. Je l'observe. Elle ressemble à Janet, les mêmes yeux bleus, les mêmes traits réguliers. Mes yeux sont foncés comme ceux de mon père que je n'ai jamais connu. Nico, dit-elle enfin. Sa voix est douce, quelque peu hésitante. Lorraine, réponds-je. Je ne peux pas l'appeler maman. Ce mot ne sort pas de ma bouche. Elle hoche la tête comme si elle comprenait. Merci d'être venue. Tu m'as écrit qu'il fallait qu'on parle. Oui, je. Janet m'a contacté il y a une semaine. Elle m'a dit que tu essayais de récupérer la maison, qu'elle avait falsifié l'enregistrement de grand-mère. Je ris, un rire sec sans joie. Et tu l'as cru, elle détourne le regard. Je ne sais pas quoi croire, je ne vous ai pas vu depuis si longtemps, vous êtes comme des étrangers pour moi. Nous avons toujours été des étrangers, dis-je. Tu es parti quand j'avais 5 ans, tu nous as abandonnés.
Je n'avais pas le choix, dit-elle d'une voix brisée. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Votre père est parti quand vous êtes né. Je me suis retrouvée seule avec deux enfants, sans argent, sans travail. Maman vous a recueilli et je me suis enfuie. Je sais que c'est horrible, mais je ne pouvais pas. 22 ans, Lorraine. Tu ne nous as pas donné de nouvelles pendant 22 ans. Elle se tait, regarde dans sa tasse. J'avais honte. Je pensais que vous me détestiez. Je ne te déteste pas, je ne ressens rien, je mens, je ressens quelque chose. De la douleur, de la colère, de la honte, mais je ne lui laisserai pas voir. Janet dit que tu essaies de lui prendre sa maison, dit-elle en levant les yeux, que grand-mère ne t'a rien laissé. Grand-mère a enregistré sa voix sur un magnétophone 2 semaines avant sa mort. Elle a dit que la maison était à moi. Janet a reçu l'argent il y a 5 ans, 32 000 $ pour son salon de beauté. Elle a tout dépensé pour rembourser les dettes de Curtis. Grand-mère considérait que c'était sa part d'héritage. Lorraine me regarde, quelque chose change dans son regard. 32 000 $. Oui, tu ne le savais pas? Elle secoue la tête. Janet ne m'en a pas parlé. Elle a dit que grand-mère ne lui avait rien donné, qu'elle t'avait tout promis. Je sors mon téléphone, j'active l'enregistrement de la voix de grand-mère, je lui fais écouter. Elle écoute en silence. À la fin de l'enregistrement, elle a les larmes aux yeux. Je ne savais pas, murmure-t-elle. Janet m'a dit autre chose. Elle ment, elle a toujours menti et tu l'as cru parce qu'elle te ressemble. Moi, non. Lorraine s'essuie les yeux et me regarde. Nico, je suis désolée pour tout. J'ai été une mauvaise mère. Je le sais. Ça n'a plus d'importance maintenant. Si, je veux me rattraper, je veux t'aider, je la regarde, je n'y crois pas. Comment? Je peux témoigner au tribunal, dire que Jeannette m'a menti, que tu as raison. Il n'y a pas encore de procès, il n'y en aura peut-être pas. Jeannette a déposé plainte, dit-elle doucement. Officiellement, elle veut te faire déclarer illégale dans cette maison et t'expulser définitivement. Le procès aura lieu dans 2 semaines. Je me tais. Cela signifie qu'ils ne s'arrêteront pas. D'accord, dis-je. Si tu veux vraiment m'aider, viens au procès. Dis la vérité. Elle hoche la tête. Je viendrai, je me lève et me dirige vers la sortie. Je me retourne près de la porte. Lorraine, pourquoi es-tu partie? En réalité, ce n'est pas pour l'argent. Elle me regarde et il y a tellement de douleur dans ses yeux que je me sens... Parce que je ne pouvais pas vous regarder sans penser que j'avais détruit vos vies, que vous méritiez une meilleure mère. Je me suis enfuie parce que j'étais une lâche. Je hoche la tête et je sors. Les 2 semaines suivantes s'écoulent avec une lenteur insupportable. Je ne dors presque pas, je passe en revue tous les scénarios possibles dans ma tête. Glenn prépare les documents, rassemble les preuves. Nous nous rencontrons 3 fois pour discuter de la stratégie. Il dit que nos chances lui sont de 50-50. L'enregistrement audio est une preuve, mais pas un document juridique. Tout dépendra de la capacité de Monsieur Caulfield à confirmer l'existence du testament. Tessie me soutient autant qu'elle le peut. Elle me prépare à manger, mais je ne touche presque pas à la nourriture. Elle s'assoit à côté de moi le soir quand je n'arrive pas à dormir. Elle ne pose pas de questions, elle est juste là. Jeannet, quant à elle, passe à l'action. J'apprends par mes voisins qu'elle raconte à tous ceux qui veulent bien l'écouter que je la fais chanter avec un enregistrement falsifié, que je l'ai toujours enviée, que j'ai toujours voulu lui prendre ce qui lui appartient. Certaines personnes la croient, certaines me regardent de travers quand je passe devant elles. Cela ne me touche presque pas. J'ai l'habitude d'être invisible. 2 semaines passent, il est 4 heures de l'après-midi. Je me tiens devant le bâtiment du tribunal, il est petit, en briques, avec des colonnes blanches. Tessie est à mes côtés, elle me tient la main. Tu es prête? Non, mais je n'ai pas le choix. Nous entrons dans la salle d'audience. Elle est petite, avec des bancs en bois et une table haute. La juge Janet est déjà assise à sa place avec son avocat. Un homme d'une cinquantaine d'années. J'ai entendu parler de lui, il gagne la plupart des affaires. Curtis est assis derrière moi et me regarde, il sourit. J'ai froid à l'intérieur. Glenn Tarberg est assis à notre table et range des papiers. Il a l'air vieux et fatigué comparé à l'avocat de Janet. Ne vous inquiétez pas, dit-il doucement. Nous avons une chance, la juge entre, c'est une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et au visage sévère. Tout le monde se lève. Affaire numéro 1234, Harrison contre Harrison, asseyez-vous. Nous nous asseyons. La juge consulte ses documents. La plaignante, Janet Harrison, demande que la défendresse, Veronica Harrison, soit déclarée occupante illégale de la maison située à l'adresse. Elle lit l'adresse. Et qu'elle soit expulsée avec interdiction de revenir. Est-ce exact? Derrick Shaw se lève. Oui, votre honneur, ma cliente est la propriétaire légale de la maison en tant qu'héritière principale de feu Muriel Harrison. Il n'y a pas de testament, donc la propriété lui revient de droit. La défendresse a occupé illégalement la maison, a refusé de la quitter et y est même entrée sans autorisation après avoir été expulsée. Le juge me regarde. Que peut dire la défendresse? Glenn se lève. Votre honneur, ma cliente a des preuves que feu Muriel Garrison souhaitait lui léguer la maison. Nous avons un enregistrement audio réalisé 2 semaines avant son décès, dans lequel elle exprime clairement ses intentions. Il tend le magnétophone au juge, elle l'écoute, puis le lui rend. C'est intéressant, mais un enregistrement audio n'est pas un document juridique, monsieur Tarberg, vous le savez. Oui, votre honneur, mais c'est une preuve des intentions de la défunte. Nous avons également un témoin, monsieur Caulfield, le notaire qui travaillait avec madame Harrison. Le juge acquiesce. Faites-le entrer.
La porte s'ouvre, Monsieur Caulfield entre. Il semble encore plus âgé dans ce cadre officiel. Il s'approche du banc des témoins, pose la main sur la Bible et jure de dire la vérité. Glenn s'approche de lui. Monsieur Caulfield, étiez-vous le notaire de Muriel Harrison? Oui. A-t-elle rédigé son testament chez vous? Oui, il y a un an, elle est venue me voir pour rédiger son testament. Que contenait ce testament? Caulfield sort des papiers de son dossier. Elle léguait sa maison à parts égales à ses deux petites filles, Janet et Veronica. Janet sourit. Derek Shaw hoche la tête. Mais poursuit Caulfield, une semaine avant sa mort, elle est revenue. Elle a dit qu'elle voulait révoquer ce testament. Le sourire disparaît du visage de Janet. J'ai rédigé un document de révocation. Le voici, il tend le document au juge, elle le lit, hoche la tête. Donc le testament a été révoqué et ensuite, elle a dit qu'elle voulait en rédiger un nouveau. Elle m'a demandé de le faire officiellement, mais de ne pas le divulguer avant que certains événements ne se produisent. Quels événements? Elle a dit: «Si ses sœurs se disputent à la maison ou si 3 ans se sont écoulés après sa mort. Je devrais alors ouvrir l'enveloppe scellée qu'elle m'a laissée». Il sort l'enveloppe, elle est blanche, scellée à la cire rouge. Il la tend à la juge, la salle retient son souffle, le juge prend l'enveloppe, brise le sceau et l'ouvre, il en sort un document et son visage reste impassible, mais je vois qu'elle relit plusieurs lignes à 2 reprises. «Testament définitif de Muriel Garrison», dit-elle à voix haute, daté de 3 jours avant sa mort, certifié par monsieur Caulfield, elle continue à lire. Toute ma fortune, y compris la maison située à l'adresse, elle donne l'adresse, est léguée à ma petite-fille Veronica Lynn Garrison. Janet se lève brusquement, renversant sa chaise. C'est impossible, c'est un faux. Le juge la regarde froidement. Asseyez-vous, mademoiselle Harrison. Derek Shaw pose sa main sur l'épaule de Janet, la forçant à s'asseoir. Elle tremble, le visage rouge. Le juge continue. Mais il y a une clause. Si ma petite fille Janet Mary Harrison prouve dans l'année suivant mon décès qu'elle se soucie sincèrement de sa sœur et de sa famille, sans arrière-pensée, elle recevra la moitié de la maison. Si elle agit par intérêt et tente de s'approprier toute la maison, elle n'obtiendra rien à part mes prières pour son âme. Silence. Même Curtis ne bouge pas. Le juge regarde Janet. Mademoiselle Harrison, vous avez expulsé votre sœur de la maison par la force. Vous avez intenté un procès pour la priver de tout droit à l'héritage. Pouvez-vous prouver que vous avez agi de manière désintéressée? Janet reste silencieuse. Son visage pâlit. Derrick Shaw se lève. Votre honneur, ma cliente a agi dans le respect de la loi. De la loi, mais pas du testament, l'interrompt le juge. Le testament est clair, Veronica Harrison hérite de la maison. Janet Harrison n'obtient rien, elle marque une pause, regarde à nouveau ses papiers. Mais il y a une autre partie du testament. Elle continue à lire et je vois ses sourcils se lever. Muriel Harrison a également laissé un fonds distinct à la banque. 15 000 $. Ce fonds ne devait être transféré à Janet Garrison que si elle faisait le bon choix et n'agissait pas contre sa sœur pendant un an après le décès de la testatrice. Janet regarde le juge, ses yeux reflétant quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Le juge la regarde. Avez-vous agi dans l'intérêt de votre sœur et non contre elle, mademoiselle Garrison? Janet reste silencieuse. Répondez, mademoiselle Harrison. Non, murmure-t-elle. Alors, conformément au testament, ce fonds sera versé à une œuvre caritative. La juge lit les derniers mots et sa voix devient presque douce. Pas à une personne avide et orgueilleuse, mais à ceux qui connaissent les difficultés et savent être reconnaissants. Ils ne t'appartiennent plus, Janet, grand-mère Muriel. Janet se couvre le visage de ses mains. Elle pleure. Curtis reste immobile, les yeux fixés sur le sol, son visage est gris, ses mains serrées en poing. Le juge frappe avec son marteau. Décision du tribunal, la maison située à l'adresse devient la propriété exclusive de Veronica Lynn Harrison. Janet Mary Harrison doit quitter la maison dans les 30 jours. Le fonds de 15 000 $ est transféré à une organisation caritative dont l'adresse est connue du notaire. L'audience est levée, elle se lève et sort. Je reste assise, incrédule. J'ai gagné, j'ai gagné. Tessie m'embrasse, Glenn me serre la main. Félicitations, mademoiselle Harrison, la maison est à vous. Je regarde Janet, elle est assise, la tête baissée. Curtis lui chuchote quelque chose, elle le repousse, il se lève, se dirige vers la sortie sans se retourner. Janet reste seule. Soudain, elle relève la tête et me regarde. Ses yeux sont remplis de haine. Tu es contente crie-t-elle. Tu as tout pris? Je me lève et m'approche d'elle. Je n'ai rien pris, tu as tout perdu toute seule. Grand-mère t'a donné une chance et tu l'as gâchée toute seule. Elle crache à mes pieds. Tu ne vaux rien, tu n'as jamais valu quoi que ce soit. Grand-mère avait juste pitié de toi. Je la regarde et soudain j'ai presque pitié d'elle. Elle a l'air brisée, petite. Peut-être, dis-je, mais elle m'aimait. Et toi, pas quand tu as dépensé son argent pour rembourser les dettes de Curtis et que tu lui as menti, pas quand tu l'as choisi à ma place et pas quand tu essaies de tout prendre pour toi par pure cupidité. Janet se détourne, Derek Shaw prend son dossier et se dirige vers la sortie. Il ne regarde même pas sa cliente. Je sors de la salle d'audience, Lorraine est dans la rue, elle me regarde. Tu as gagné? Oui, elle s'approche et m'embrasse. Je reste debout, je ne la serre pas dans mes bras en retour, mais je ne la repousse pas non plus. Je suis désolée pour Janet, dit-elle, mais tu avais raison, elle m'a menti, je sais, elle me lâche, me regarde dans les yeux. Je veux faire partie de ta vie, Nico, si tu me le permets. Je réfléchis quelques secondes. Je ne sais pas si je peux, mais on peut essayer.
Elle sourit, tristement mais sincèrement. Je me dirige vers la voiture de Tessie, elle m'attend, souriante. On rentre à la maison. Oui, à la maison. Nous partons, je regarde par la fenêtre, la ville défile, les rues familières, les maisons, les gens. Tout est comme d'habitude, mais quelque chose a changé. J'ai changé, je réalise soudain que pour la première fois depuis un an, j'ai un foyer, un vrai, le mien. Mais pour une raison quelconque, je me sens toujours vide à l'intérieur. J'ai gagné le procès, j'ai obtenu la maison, mais j'ai perdu ma sœur, pour toujours. Et je ne sais pas si cela en valait la peine. 30 jours, c'est le délai que le tribunal a accordé à Janet pour quitter la maison. Je n'y vais pas pendant les 2 premières semaines. Je ne peux pas. Rien que l'idée de la rencontrer là-bas me donne la nausée. Tessie dit que j'ai le droit d'entrer, que c'est ma maison. Le 29e jour, j'arrive. Je me gare près du portail. Je reste assis dans la voiture pendant quelques minutes. Je regarde la maison, les volets blancs, le porche en bois, la petite fenêtre du grenier. Tout est si familier. Je sors, j'ouvre le portail. Il grince comme d'habitude. Grand-mère disait qu'il fallait le huiler, mais elle ne l'a jamais fait. Elle disait que ce grincement était de la musique. Je monte sur le porche. La porte est fermée. Je sors les clés que monsieur Caulfield m'a données après le procès, les clés originales, celles qui appartenaient à ma grand-mère. J'ouvre, c'est calme à l'intérieur. Ça sent le vieux, le confiné. J'entre, le salon est vide, le canapé derrière lequel je me cachais a disparu. Les murs sont nus, les photos ont été retirées. La commode est toujours là, mais les tiroirs sont ouverts, vides. Il y a un tas de déchets par terre. Des papiers, des boîtes, des objets divers. Je vais dans la cuisine. Elle est vide, elle aussi. La table où nous prenions notre petit déjeuner avec ma grand-mère a été enlevée. Il ne reste que le vieux réfrigérateur. Je monte au 2e étage, ma chambre, la porte est ouverte, j'entre, elle est vide, le lit, l'armoire, tout a été enlevé. Il reste sur le mur des traces des affiches que j'avais accrochées quand j'étais adolescente. Je m'approche de la fenêtre, je regarde la rue. D'ici, on voit le vieil arbre sous lequel ma grand-mère et moi nous asseyions en été. J'entends un bruit en bas, la porte, je descends rapidement. Janet est dans le salon, elle tient une boîte dans ses mains, elle me regarde, nous restons silencieuses. Elle a changé, elle est plus mince, plus pâle, ses cheveux ne sont pas coiffés, ses vêtements sont froissés, elle a des cernes sous les yeux. J'ai oublié une autre boîte, dit-elle doucement. La dernière. Je hoche la tête. D'accord. Nico. Quoi? Elle prend une profonde inspiration. Je suis désolée pour tout, je ne m'attendais pas à ça, je reste là, ne sachant pas quoi répondre. Tu as gagné, continue-t-elle. La maison est à toi, grand-mère le voulait, j'ai été stupide, cupide. Oui, elle sursaute comme si je l'avais frappée. Je sais, j'ai tout compris. Trop tard, mais j'ai compris. Où vas-tu? Je demande sans savoir pourquoi. Chez Curtis pour l'instant. Ensuite, je ne sais pas, je chercherai un appartement, un travail. Vous êtes ensemble? Elle secoue la tête. Nous nous séparons. Il a avoué qu'il avait beaucoup plus de dettes que je ne le pensais. 70 000, pas 48. Il a menti, je reste silencieuse. Je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi veut se réjouir, elle a eu ce qu'elle méritait. Mais une autre partie, toute petite, est simplement triste. Tu as besoin d'aide? Lui demandai-je soudainement. Elle me regarde avec surprise. Quoi? Pour déménager, tu as besoin d'aide? Elle reste silencieuse, puis secoue la tête. Non, je m'en sortirai toute seule. Elle se dirige vers la porte, s'arrête sur le seuil. Grand-mère voulait que nous formions une famille, dit-elle sans se retourner. Et j'ai tout gâché, je le sais. Elle sort, la porte se referme doucement. Je reste debout dans le salon vide et je me mets soudain à pleurer. Pour la première fois depuis tout ce temps. Je reste là, debout, à pleurer parce que tout est fini, mais rien n'a été réparé. Tessie arrive une heure plus tard, elle entre et me voit assise par terre, près du mur. Nico? J'essuie mon visage. Elle était là, Jeannette, elle est venue chercher ses dernières affaires. Tessie s'assoit à côté de moi. Comment vas-tu? Je ne sais pas. Elle me prend dans ses bras et nous restons simplement assises là, dans une maison vide, sur le sol froid. Les semaines suivantes sont consacrées au travail, il faut nettoyer, réparer, redonner vie à cette maison. Tessie aide quand elle le peut. Nous lavons les sols, les fenêtres, repeignons les murs, nous achetons de nouveaux meubles, simples des bons marchés, un canapé, une table, un lit. Lorraine vient aussi. 2 fois, nous buvons un café dans la cuisine, parlons de choses et d'autres. Elle n'essaie pas de se justifier ou de s'expliquer. Elle est simplement là. C'est étrange mais pas désagréable. Un jour, elle me demande des nouvelles de Janet. Tu as eu de ses nouvelles? Non, moi non plus, elle ne répond pas aux appels, elle a peut-être besoin de temps. Elle me prend la main et la serre, sa paume est chaude. Au bout d'un mois, je décide de transformer la petite pièce du 2e étage en studio de travail. Cette pièce a toujours ressemblé à un débarras. Ma grand-mère y rangeait de vieilles affaires qu'elle n'utilisait jamais. Je vide tout, je nettoie le sol jusqu'à ce qu'il brille, j'installe une table, j'achète un nouvel ordinateur et un écran. Tessie m'aide à tout configurer. Tu vas vraiment te lancer en freelance? Oui, je ne veux plus dépendre de personne, je veux réaliser mes propres projets. C'est risqué. Je sais, mais ma grand-mère ne m'a pas donné cette maison pour rien, elle voulait que je sois libre. Tessie sourit. Elle serait fière de toi, je n'en suis pas sûre, mais j'acquiesce. Lorraine arrive le jour où je finis d'aménager le studio. Elle entre, regarde autour d'elle. C'est beau, dit-elle. Très beau. Merci. Elle s'assoit sur le bord de la table. Nico, je veux te parler de Janet. Je me fige. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a des difficultés, de grandes difficultés.
Elle vit dans un petit studio et cumule 2 emplois. Curtis a disparu, lui laissant une partie de ses dettes. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est ta sœur, et je sais que tu n'es pas obligé de l'aider, mais peut-être que ça vaut la peine d'essayer de lui parler. Je détourne le regard. Elle m'a mise à la porte, elle a brûlé le testament, elle a essayé de tout prendre. Je sais, mais les gens font des bêtises quand ils ont peur, et elle avait peur. Curtis lui mettait la pression, les dettes s'accumulaient, elle paniquait. Ce n'est pas une excuse. Non, mais c'est une explication. Je reste silencieuse. Je ne sais pas quoi répondre. Lorraine se lève, s'approche de moi. Je ne te dis pas quoi faire, c'est ton choix, mais réfléchis. Grand-mère ne voulait pas que vous vous détestiez. Elle voulait que vous formiez une famille. Elle s'en va, me laissant seule avec mes pensées. 2 mois après le procès, je vais au supermarché pour faire des courses. Je prends un panier, je me promène entre les rayons, je choisis des légumes, du pain, du café. Je retourne à la caisse et je la vois. Jeannette fait la queue. Elle tient un petit panier avec quelques articles. Elle a l'air encore plus mal en point qu'à la maison. Elle a maigri, elle porte un pull bon marché, un jean vieux et usé. Ses mains tremblent lorsqu'elle sort son portefeuille. Elle me voit aussi, elle s'arrête, nous restons là à nous regarder, les gens nous contournent sans prêter attention. Je fais un pas vers elle, je le fais tout simplement. Janet, Nico, nous restons silencieux. Comment vas-tu lui demandai-je. Elle hausse les épaules. Ça va, j'ai trouvé un appartement, je travaille comme serveuse dans un café et je fais aussi des petits boulots la nuit, je nettoie des bureaux. Et Curtis, j'ai demandé le divorce, il a disparu, ses dettes l'ont emporté, les gens à qui il doit de l'argent, je ne sais pas où il est, elle a l'air brisée. Je ressens soudain de la pitié pour elle, même si je ne le veux pas. Tu as besoin d'aide? Elle me regarde et je vois de la douleur dans ses yeux. Pourquoi tu me demandes ça après tout ce que j'ai fait? Parce que tu es ma sœur, peu importe ce qui s'est passé. Elle reste silencieuse puis secoue la tête. Non, je ne mérite pas ton aide. Janet. Non, Nico, tu as gagné. Tu le mérites. J'ai tout perdu. Je le mérite aussi. C'est juste. Elle se dirige vers la caisse, paie, la caissière lui dit quelque chose, Janet sort un coupon de réduction. Elle paie avec de la petite monnaie, je reste là à la regarder, je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Elle sort, elle ne se retourne pas. Je reste là, mon panier à la main, et je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je la vois. Le soir, je m'assois sur le porche avec une tasse de café. L'air est frais, ça sent l'automne, les feuilles des arbres jaunissent, les voisins allument la lumière à leurs fenêtres, on entend de la musique au loin. Je sors mon téléphone, je fais défiler mes contacts. Je m'arrête sur le nom de Janet, je peux lui écrire, l'inviter à prendre un café, discuter normalement, sans jugement, sans rancœur. Ma grand-mère aurait voulu ça, elle disait toujours que la famille était le plus important, que les sœurs devaient rester unies. Mais je ne sais pas si je peux, je ne sais pas si je veux. Janet aurait obtenu plus si elle s'était comportée normalement. Grand-mère lui a donné une chance, la moitié de la maison est 15 000 $. Elle aurait obtenu plus que moi si elle avait simplement demandé pardon, si elle ne m'avait pas expulsée de force, si elle n'avait pas menti, mais elle a fait un autre choix. Et maintenant, nous devons toutes les deux vivre avec. Je pose mon téléphone, pas aujourd'hui, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Je prends une gorgée de café, je regarde la rue, le vieil arbre se balance dans le vent, les feuilles tombent, l'hiver approche, je serai ici, dans cette maison, seule, je travaillerai, je vivrai, je construirai quelque chose de nouveau. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sens bien seule. Je ne me sens pas seule, juste tranquille. Lorraine m'appelle le lendemain, elle me demande si je veux venir chez elle pour le week-end. Je refuse, je lui dis que je suis occupée, mais je lui promets de venir la semaine prochaine. Petit pas, c'est ainsi que nous construisons quelque chose de nouveau. Tessie arrive le soir, elle apporte des pizzas et du vin. On fait la fête, dit-elle. Pourquoi? Pour le fait que tu n'as pas abandonné, que tu as gagné. On s'assoit par terre dans le salon, on mange la pizza directement dans la boîte, on boit le vin dans des tasses, car je n'ai pas encore acheté de verre. Comment va ton studio? Demande-t-elle. Elle est presque prête, je finirai de configurer les programmes demain. Tu as déjà des commandes? Une seule, petite. Le montage d'une vidéo de mariage. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est un début. Tessie lève sa tasse. À ce début, je lève la mienne. À ce début, nous trinquons, nous buvons. Le vin est bon marché, un peu acide, mais je l'aime bien. Tu penses à Janet? Demande soudain Tessie. Parfois. Tu penses à lui parler? Parfois, mais je ne sais pas si je suis prête. Peut-être qu'elle n'est pas prête non plus. Peut-être. Tessie me regarde. Tu sais que tu ne lui dois rien, n'est-ce pas, même si c'est ta sœur. Je sais. Tant mieux, parce que parfois j'ai l'impression que tu te sens coupable. Je me tais, elle a raison, une partie de moi se sent vraiment coupable d'avoir pris la maison de Janet, qu'elle vit maintenant dans un petit appartement et qu'elle a 2 emplois, mais une autre partie de moi sait que je ne lui ai rien pris, c'est ma grand-mère qui a pris cette décision. Elle a donné une chance à Janet, Janet l'a gâchée. Je ne suis pas responsable, dis-je à voix haute, comme pour me convaincre moi-même. Non, je ne suis pas responsable. Tessie me prend dans ses bras et nous restons assises ainsi jusqu'à ce que le vin soit fini.
Un autre mois passe, je travaille, j'accepte de nouveaux projets, je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais cela suffit pour payer les factures et la nourriture. La maison reprend lentement vie, j'achète de nouveaux rideaux, j'accroche des photos au mur, pas les anciennes, mais de nouvelles, je m'approprie cet endroit. Un soir, je suis assise dans mon studio, je monte une vidéo, à l'écran, un jeune couple sourit et danse, un mariage, le bonheur. Je les regarde et je pense à ma grand-mère, à ce qu'elle dirait si elle me voyait maintenant. Serait-elle satisfaite, déçue, je ne sais pas, mais j'espère qu'elle est satisfaite. Le téléphone sonne, c'est Lorraine. Bonjour maman, dis-je, c'est la première fois que je l'appelle ainsi, elle reste silencieuse pendant une seconde. Bonjour Nico, comment vas-tu? Bien, je travaille. Je me suis dit, tu viendrais déjeuner dimanche? Je peux. Très bien, je vais essayer de contacter Janet aussi. Pour l'inviter, je m'arrête. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être, mais il faut essayer. Nous sommes une famille. Je ne réponds pas tout de suite, je réfléchis. D'accord, dis-je enfin, comme tu veux. Dimanche, je me rends chez Lorraine. Elle vit dans une petite maison à la périphérie d'une ville voisine. Je me gare près du portail et reste dans ma voiture. Je ne sais pas si Janet viendra. Lorraine m'a dit qu'elle avait accepté, mais je n'y crois pas tant que je ne l'ai pas vue. Je sors de la voiture et m'approche de la porte. Je sonne, Lorraine ouvre la porte, sourit, entre, j'entre, la cuisine sent la viande et les légumes grillés. La table est dressée pour trois. Elle viendra? Je demande. Elle a promis. Nous nous asseyons, attendons. 15 minutes passent. 20. Je commence à penser qu'elle ne viendra pas quand j'entends le bruit d'une voiture. La porte s'ouvre, Janet entre. Elle a l'air un peu mieux que la dernière fois au supermarché. Ses cheveux sont propres, ses vêtements sont soignés, mais ses yeux sont toujours aussi fatigués. Elle me regarde, je la regarde. Bonjour, dit-elle doucement. Bonjour. Lorraine sourit et nous invite à passer à table. Asseyez-vous, le déjeuner est prêt. Nous nous asseyons, nous mangeons en silence. L'atmosphère est tendue, mais pas hostile, juste gênante. Finalement, Lorraine rompt le silence. Je veux que nous essayions à nouveau, en tant que famille. Janet la regarde. Nous ne sommes pas une famille, maman. Nous sommes des étrangers qui vivent dans le même monde. Nous pouvons changer cela. Non, nous ne pouvons pas, il s'est passé trop de choses. Je regarde Janet. Et toi, tu veux changer? Elle, je ne sais pas, peut-être, mais j'ai peur qu'il soit trop tard. Peut-être, dis-je. Mais on peut essayer. Elle reste silencieuse, puis acquiesce. On peut essayer. Nous ne devenons pas proches ce jour-là. Nous ne nous embrassons pas, nous ne pleurons pas ensemble, nous mangeons simplement notre déjeuner, discutons de choses insignifiantes. Du temps, du travail, de choses sans importance. Mais c'est un début. Petit, timide, mais un début. Après le déjeuner, Janet aide Lorraine à débarrasser la table. Je me tiens près de la fenêtre, je regarde la rue. Soudain, Janet s'approche de moi. Nico, je veux te dire quelque chose. Je me retourne. Quoi? Je suis vraiment désolée. Pour tout. Je sais que cela ne répare pas ce que j'ai fait, mais je veux que tu le saches. Je hoche la tête. Merci. Tu tu es heureuse maintenant? Je ne sais pas, mais je vais mieux qu'avant. Elle sourit tristement. Je suis contente, vraiment. Nous restons silencieuses pendant quelques secondes. Jeannette, si tu as besoin d'aide, elle secoue la tête. Non, je dois m'en sortir toute seule, c'est ma responsabilité. Mais si, non, Nico, merci. Mais non, elle rejoint Lorraine et elle discute à voix basse dans la cuisine. Je sors sur le porche, je respire l'air frais. Je pense à tout ce qui s'est passé, à ma grand-mère, à la maison, à Janet. Ma grand-mère voulait nous donner une chance à toutes les deux, à moi, celle d'être libre, à Janet, celle de se racheter. J'ai saisi ma chance. Janet a gâché la sienne, mais peut-être que tout n'est pas perdu. Il est peut-être encore temps. Quand je rentre chez moi, le soleil se couche déjà, le ciel est orange, magnifique. Je me gare devant ma maison, je reste assise dans la voiture et je la regarde. Ma maison, ma vie, mon avenir. Ma grand-mère voulait me donner une chance et elle en a donné une à Janet aussi. Mais Janet n'en a pas profité. Maintenant, nous vivons toutes les deux avec les conséquences de nos choix. Je sors de la voiture, je m'approche du porche, je m'assois sur les marches, je regarde la rue, les feuilles tombent, le vent est froid. Je sors mon téléphone, je regarde le contact de Janet. Je pourrais lui écrire pour lui dire que le déjeuner d'aujourd'hui était bon, que nous pourrions peut-être réessayer, mais je repose mon téléphone. Pas aujourd'hui, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Pour la première fois depuis des années, je me sens bien seule. Je n'ai pas peur de cela, je ne fuis pas cela, je suis simplement là, ici, dans ma maison, dans ma vie, et cela me suffit, du moins pour l'instant.